Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler Formule 1. On va faire le débrief du dernier Grand Prix, c'était le Grand Prix des États-Unis qui se déroulait du côté d'Austin au Texas sur une piste, comment dire, c'est peut-être mon premier coup de gueule que je vais faire. La piste d'Austin, elle est mais catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des bosses partout et une F1 est pas fait pour rouler sur des bosses. Donc vraiment, Ce qui est incroyable, c'est que j'avais déjà dit les bosses. J'avais déjà parlé des bosses. C'était au mois de mars, avril, quand il y a eu le Grand Prix des États-Unis en moto Grand Prix, qui a lieu sur ce même circuit. J'avais déjà dit, c'est dangereux les bosses. Et je crois même me rappeler que j'avais parlé des F1. Je sais plus, j'ai un doute. Faudra revoir la vidéo. Eh bien, c'est incroyable de voir que 6-7 mois après, pourtant il y avait le moyen, je pense, de raboter certaines bosses. Alors pas de refaire le circuit, on peut pas refaire le goudron, mais au moins limiter certaines bosses à des endroits critiques. Et il y avait 2-3 endroits où c'était très critique. La ligne droite, par exemple, on l'avait dit en Moto Grand Prix que ça faisait patiner les roues arrière des motos. Eh bien, ça fait pareil avec les Formule 1. Comme quoi, c'est dingue. Mais bon, voilà. Je... Enfin, aux États-Unis, ça a toujours été comme ça. Les pistes ont toujours été dans des états lamentables pour la F1, parce qu'Indianapolis c'était une catastrophe. Phoenix, c'était un circuit en ville qui était aussi, le goudron n'était pas dans un très bon état. Je parle même pas du César Palace, enfin du parking du César Palace quand on faisait le Grand Prix de Las Vegas, à part Long Beach. Et encore, Long Beach, je crois qu'il y avait aussi des soucis à l'époque sur cette piste. Mais faut savoir qu'aux États-Unis, on peut avoir des pistes bosselées parce qu'on a des voitures qui sont habituées à ça. En F1, on est sur des billards tout le temps, donc les voitures sont très rigides, surtout les dernières Formule 1, elles ne sont pas habituées à rouler sur des pistes bosselées comme celle-là, et celle-là est quand même beaucoup trop bosselée. De toute façon, ils vont faire des travaux l'année prochaine, mais il aurait fallu déjà travailler dessus. Bon, une fois ce coup de gueule, ce constat un petit peu amer fait, on va passer au top et flop de cette course qui restera dans l'histoire pour être la deuxième course où on a eu un sextuple champion du monde. Et on commence avec les pilotes au top. Et du côté des pilotes au top, bien entendu, Mercedes, qui fait le doublé sur ce Grand Prix. Et pourtant, c'est un circuit qui n'a pas toujours réussi à Mercedes, rien que l'année dernière, avec la victoire de Kimi Raikkonen. C'est une piste qui est pas forcément simple, mais Mercedes a bien travaillé ce week-end avec, je pense, beaucoup de travail dans le simulateur, vu qu'on n'a pas vu Esteban Ocon, donc je pense qu'il était du côté du simulateur. Peut-être que d'autres pilotes également sont dans le simulateur maintenant, vu qu'on sait que Esteban Ocon va aller l'année prochaine chez Renault, donc il ne faut pas non plus dévoiler les secrets de chez Mercedes. Mais une pole position pour Bottas qui a fait un très très bon week-end, il faut le dire, malgré une stratégie qui en course n'était pas forcément exceptionnelle, un arrêt extrêmement tôt, qui l'a obligé à faire un deuxième arrêt dans ce Grand Prix, contrairement à Hamilton qui était sur une stratégie à un arrêt mais qui était moins rapide, avec des pneus qui se détruisaient beaucoup lors du Grand Prix, avec des températures qui étaient en hausse, des pneus qui étaient un peu moins résistants, même si, soft medium, c'était à peu près la même chose sur ce Grand Prix. Mais que dire de Mercedes avec un Grand Prix qui est de qualité, une réflexion également du côté de chez Mercedes intelligente, de ne pas prendre de risques, pas prendre de risques tant que ça pour Hamilton, à partir du moment où on savait qu'il avait quand même les choses en main. Il fallait une 8e place pour Hamilton pour être 6 fois champion du monde, mais en même temps il y a eu du panache chez Hamilton qui a bloqué Bottas, qui a tenté de bloquer Bottas, qui a tout fait pour être sur le podium. Et ça, je crois que c'était un objectif de la part d'Hamilton, mais une saison que Mercedes a dominée, et pas grand chose à dire sur ce Grand Prix, à part qu'on voit l'intelligence de Mercedes depuis le début de saison, et que, ils ont quand même fait mal à la concurrence cette année, de manière assez importante, je trouve. Deuxième équipe au top, c'est McLaren. Encore une fois, je mets souvent McLaren dans les tops.
pour une raison simple, c'est que McLaren a fait un bon Grand Prix, bonne qualification, bonne course, des essais où ils étaient très performants, la troisième place de Norris en L3 le samedi en troisième séance d'essais libres, confirme cette voiture était bonne cette année. Elle était de toute façon bien née. On l'avait vu par exemple à Bahreïn en début de saison où Sainz aurait pu prendre une 5e ou 6e place. Ils avaient perdu pas mal de points en début de saison. Et c'est vrai qu'elle aime. Là, c'est très très bien comporté. Elle avait l'air d'être souple. Enfin, c'est une voiture qui encaisse bien les chocs, les bosses. Parce qu'elle n'est pas vraiment souple en termes de suspension. Quand on regarde, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus souple que ça. Qu'ils n'ont pas rendu la voiture moins ferme sur ce Grand Prix là. Mais c'est vrai qu'après, en qualification, c'est presque décevant de les voir 7e et 8e, vu le week-end qu'ils avaient fait auparavant. Puis derrière, en course, 7 et 8 également, voilà, avec un bon rythme. C'est dommage là encore, c'est presque décevant, mais c'est un bon week-end, c'est des points marqués, c'est la 4e place du championnat constructeur qui est certainement, je dirais pas acquise, mais qui est en bonne voie d'être acquise lors de la prochaine course Interlagos au Brésil. Donc vraiment, que dire, bonne saison de McLaren qui est quand même revenu, belle expression de commentateur sportif, qui est revenu du diable vauvert par rapport à l'année dernière, où la saison avait été un petit peu compliquée pour les amis de McLaren, où il y a eu des changements dans l'équipe technique, et puis un duo Vandoorne-Alonso qui n'arrivait plus à faire fonctionner la voiture. Alors je ne sais pas si c'est le travail de Vandoorne et d'Alonso qui permet cette année à Lando Norris et Carlos Sainz d'être performants, ou si c'est tout simplement le travail de Carlos Sainz qui, pourtant, j'avais été assez critique avec le recrutement de Carlos Sainz sur ma vidéo, par exemple, sur la présentation de la saison, qui est l'une des premières vidéos de la chaîne où j'en avais parlé, où je pensais que Carlos Sainz n'était pas forcément le pilote le meilleur metteur au point, mais il s'avère qu'il a quand même fait du bon travail avec l'équipe. Et puis Lando Norris qui finit encore une fois devant Carlos Sainz en course, alors qu'en qualification ça a été l'inverse. Souvent cette saison ça a été plutôt Lando Norris bien en qualification, un peu moins bien en course, mais Lando Norris, on savait qu'il était très très fort sur les longs relais. Il finit même à moins de 1 tour, à 1 minute 30 de Valtteri Bottas. Très bon Grand Prix, voilà, tout simplement. Il y a pas grand chose à dire pour McLaren, qu'il continue comme ça et qu'il... J'espère que la saison prochaine, ils seront également performants et peut-être en capacité de faire mieux encore et d'aller menacer, pourquoi pas, Red Bull ou Ferrari pour la saison prochaine. Et puis, troisième équipe au pilote au top, enfin, c'est souvent j'ai mis que des équipes, là, j'ai pas mis de pilote de manière individuelle, c'est Renault. Bonne course, et pourtant, le week-end n'est pas parfait du côté de chez Renault. C'est... Comme disait Cyril Abitboul, ils doivent travailler là-dessus énormément. Renault, c'est sur la constance lors du week-end. C'est-à-dire que des fois, ils font des bonnes qualifications et puis un mauvais Grand Prix. C'était le cas à Monaco, ils avaient été bien en qualif, beaucoup moins bien en course. Souvent, c'est quand même mauvais samedi, bon dimanche du côté de chez Renault. Ça a encore été le cas ce week-end avec un mauvais samedi, non, un samedi modeste de la part de Renault avec une 9e place de Daniel Ricciardo et une 11e place de Hülkenberg. Mais en course, Daniel Ricciardo était très 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 rapide, plus rapide que les McLaren. Dans les temps de Vettel en début de course, mais on sait pourquoi il était dans les temps de Vettel. Non, un bon Grand Prix de la part de Daniel, qui a pourtant eu quelques courses précédentes qui avaient été un petit peu compliquées. On se souvient de son cri de rage au Mexique. Mais là, ça s'est bien passé en course, en qualification. Il avait l'air d'être vraiment à l'aise dans la voiture. La voiture se comportait très bien. Après, c'est moyennement étonnant vu que c'est une piste où il y a pas mal de virages rapides. Et c'est une voiture, la Renault, qui aime ce type de virage, qui n'aime pas les virages moyens. Et là, il n'y a pas de virages où on passe qui sont moyens en termes de vitesse. On a des virages rapides ou des virages lents. Mais il y a peu de virages moyens sur cette piste à Austin, parce que tout le premier secteur, c'est des virages qui se passent à fond. Et là, la Renault est vraiment efficace dans ce type de conditions. Et puis, le 9e place de Nico Hülkenberg, qui, me semblerait-il, a quand même de grandes chances de ne pas avoir de volant l'année prochaine en F1, vu que Giovinazzi a l'air d'être confirmé chez Alfa Romeo. Ça risque d'être dans une question d'heures, voire de minutes, voire c'est déjà le cas,
quand cette vidéo sera publiée. C'est dommage parce que c'est un bon pilote, mais c'est un pilote qui n'a pas réussi à à montrer sa valeur, je pense, au fil de ses années en Formule 1, d'un pilote qui était champion de GP2, donc anciennement la F2, et qui a certes fait une pole position à Interlagos, mais lors de sa première saison, mais qui avait une saison de rookie assez difficile face à Barrichello, qui a déjà connu un moment où il avait quitté la F1, où il était revenu. Il avait une année de pause. Malgré tout, il n'a jamais vraiment montré son potentiel qu'on avait vu lors de ses jeunes années, où on pensait que ça serait le nouveau Schumi. Je pense que le fait d'avoir été appelé nouveau Schumi très vite a eu un impact sur sa carrière et sur la pression médiatique qu'il y avait autour de lui. Parce qu'il y avait beaucoup de pression médiatique autour de lui quand il était jeune. Et c'est vrai que cette génération-là, c'est Romain Grosjean, mais il est de la même génération que Romain Grosjean et Hülkenberg. C'est une génération qui est arrivée en Formule 1 au mauvais moment. À part Vettel qui s'en est sorti, c'est le seul pilote de cette génération-là. Des pilotes entre 2007, 2008, 2009, on va dire, qui a été performant. Parce que Kubica, au final, une carrière, certes avec des soucis, mais où il n'a pas été hyper bon. Adrian Sutil n'a jamais été dans une grosse équipe en Formule 1. Maldonado, pareil. Pourtant, c'est à peu près la même génération, hein, si on regarde les années de naissance. Il y a peu de pilotes de cette période-là qui ont eu des bons volants et qui ont pu montrer leur véritable potentiel. C'est un petit peu dommage. Mais des fois ça arrive, dans le sport, la génération 87 par exemple, dans le milieu du football. Mais pour revenir à Renault, bon week-end, et on espère qu'ils continueront sur cette lancée Interlagos et à Abu Dhabi pour bien finir la saison, avec certes une déception avec la 5e place, parce que je pense que la 4e place va être difficile à récupérer, mais on ne sait jamais si McLaren a raté ses 2 dernières courses et que Renault faisait des cartons à Abu Dhabi et à Interlagos, même si il me semble que ce ne sont pas forcément les meilleurs circuits pour la Renault. Abu Dhabi, parce qu'il y a le dernier secteur extrêmement sinueux, et à Interlagos, le 2e secteur qui est également un secteur très sinueux sur ce circuit. Interlagos, c'est un circuit où vous avez une partie très lente et une partie très rapide. Donc pourquoi pas s'en sortir dans la partie rapide. On passe aux équipes, aux pilotes qui ont eu un Grand Prix un petit peu moyen, et on commence avec Red Bull. Alors j'ai hésité Red Bull entre Grand Prix top et Grand Prix moyen, mais je me dis, il y avait quand même la capacité de faire mieux pour Red Bull. Alors, pour Verstappen, bien entendu, il n'arrive pas à prendre la 2e place en fin de Grand Prix à cause de l'accident de Magnussen. Pour Alexander Albon, il y a ce départ catastrophique pour Alexander Albon, avec vraiment des conditions qui ne sont pas bonnes pour lui pour performer. Et voilà, quand vous tapez la voiture, vous endommagez forcément la voiture. Verstappen aussi a endommagé la voiture sur les bosses, et ça a eu des conséquences. Les bosses, ça aura peut-être des conséquences à Interlagos ou à Abu Dhabi au niveau moteur pour certaines écuries, parce que les oscillations, quand vous passez sur une bosse, le moteur, paf, il monte dans les tours. Et le moteur n'aime pas trop ça, parce que les pneus arrière patinent, parce qu'elles sont plus au sol en fait, donc ça les perturbe, les roues. Donc c'est pas bon pour les moteurs. Demandez à Honda en Moto Grand Prix qui a pété des chaînes et des moteurs cette année à Austin. Mais donc du côté de Red Bull, Grand Prix qui aurait pu être meilleur. Je pense que Albon en rythme pur, il était au niveau de Charles Leclerc, il pouvait se battre face à Charles Leclerc, et que Max Verstappen, je pense qu'en rythme pur, il pouvait battre Hamilton, mais ils ont tenté une stratégie vraiment audacieuse, s'arrêter extrêmement tôt. Ils pensaient que les pneus durs allaient tenir, et on s'est aperçu assez vite que Hülkenberg, au bout de 24-25 tours, il avait les pneus durs qui étaient vraiment complètement morts, qui étaient inutilisables, où il était à 3-4 secondes de son meilleur tour. Donc on a compris à ce moment-là que la stratégie qu'avaient employée Verstappen et Valtteri Bottas n'était pas la bonne, et qu'il fallait mieux s'arrêter un peu plus tard dans le Grand Prix, mais ne faire qu'un arrêt. Eux, ils en ont fait 2. Mais Bottas, il s'en sort bien avec la victoire en fin de Grand Prix, avec un Hamilton qui était gêné dans le trafic. Et Verstappen, par contre, n'a pas réussi à profiter de ce moment-là, avec des pneus médiums qui étaient neufs, face à Hamilton qui avait des pneus durs bien usés. Albon, quand on rate son départ, c'est compliqué de faire un bon Grand Prix derrière, mais il avait plutôt un bon rythme. Il prend quand même la 5e place, donc c'est plutôt intéressant pour lui. Surtout face à un Pierre Gasly qui a une fin de Grand Prix compliquée du côté de chez Toro Rosso, dans cette fameuse bagarre pour la 2e place à côté de Verstappen.
Donc forcément, il marque des points, même si je pense qu'on attend mieux de lui chez Red Bull et j'ai peur que l'année prochaine, on perde patience très vite, comme ils ont perdu patience assez vite avec Pierre Gasly, parce que ça n'a jamais été une équipe où on laisse les gens s'installer très longtemps. C'est une équipe où on attend qu'il y ait des résultats très très vite. S'il n'y a pas les résultats, on vous dégage. Ça a toujours été comme ça chez Red Bull, que ça soit dans la filière des jeunes pilotes ou que ça soit dans les équipes, dans les différentes équipes, c'est-à-dire Red Bull et Toro Rosso. Si vous ne performez pas, vous êtes viré. Il y a des pilotes comme Alguersuari qu'on a adoubé au tout début, et puis une fois s'est aperçu qu'ils n'étaient pas très bons, on les a dégagés. Kiat, bon, lui il a fait le retour également, mais on l'avait dégagé assez vite de Red Bull, à cause d'un pilotage un petit peu trop agressif. Mais Sébastien Bourdet, Jean-Éric Vergne sont des cas comme ça. Il faut performer un minimum dans ces équipes-là. Du côté de chez Red Bull, on attend quand même mieux. Ils ont eu un souci Red Bull cette année, je trouve. Ils n'ont pas réussi à faire évoluer la voiture. Alors, bon, c'est peut-être le moteur, mais je trouve que l'évolution de la voiture au cours de la saison n'a pas été bonne. Souvent, Red Bull commençait pas top, ils finissaient très très fort. Et là, ils étaient plutôt pas trop mauvais en début de saison. Ils ont été très très forts au milieu de saison. Et depuis la moitié de la saison, ça se dégrade beaucoup, je trouve. Et en termes de performance, aujourd'hui, ils sont plus capables de jouer la gagne à la régulière, les pilotes Red Bull, sur chaque Grand Prix. Deuxième équipe un peu moyenne, c'est Toro Rosso, donc le Red Bull italien, l'ancienne équipe Minardi. C'est pour les anciens, parce que Minardi n'est plus présent en F1 depuis 2005. Week-end moyen, c'est-à-dire bonne qualif pour Pierre par exemple 10e, mais un Daniil Kvyat qui était plus loin, le pilote russe avec une 13e place simplement, donc un écart quand même de performance assez important de quasiment 4 dixièmes. En course, ça s'est pas très bien passé avec un Pierre Gasly qui a endommagé sa voiture au cours du Grand Prix. Ce qui fait que il avait une voiture qui était inconduisible en fin de course. Il a perdu beaucoup de place en fin de Grand Prix. Et puis un Daniil Kvyat qui a jamais été dans le coup, lui, pour aller chercher les points en net retrait par rapport à Räikkönen, par rapport à Perez, par rapport à Hülkenberg qui se battait pour la 10e place. Et donc à partir de ce moment-là, votre course devient un peu plus compliquée. Et puis Pierre, un Grand Prix pas forcément oublié parce que bonne qualification. Le week-end était bon vendredi et samedi. Vendredi en EL1 il est 6ème. Ça se passe plutôt très très bien. Malgré tout, en course, il n'a pas pu marquer les points. Et comme on dit toujours en F1, c'est le dimanche que ça compte. Et le dimanche n'a pas été très bon pour lui. On continue. Vous entendez peut-être le téléphone qui sonne avec Racing Point. Racing Point qui, là aussi, Grand Prix moyen à la limite du mauvais, mais le point de Sergio Perez sauve un petit peu la donne pour l'équipe canadienne qui a appris qu'il a son permis de construire pour sa nouvelle usine, parce que l'usine dans laquelle ils sont, Racing Point, est très vieillissante. C'est un petit peu comme Enstone, c'est des usines qui n'ont pas réussi à s'adapter aux nouvelles exigences de la F1 du fait qu'il y ait peu de kilométrage en essai. Mais Racing Point, un Grand Prix où on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire une voiture que pas forcément la meilleure, mais avec des pilotes qui sont combattants, avec un Sergio Perez qui est combattant et qui est combatif, avec une qualification pourtant qui était compliquée. Alors avec un Sergio Perez qui devait partir des stands, mais en partant des stands il finit quand même 10ème, donc il avait vraiment un très très bon rythme Sergio Perez, et je pense qu'il avait la capacité de se battre avec Lando Norris et Carlos Sainz. Donc ça va lui donner quand même peut-être des regrets parce qu'il pouvait potentiellement être 8-9ème. Et puis Lance Stroll par contre, lui n'a jamais été en mesure d'être performant ce week-end, mais j'ai l'impression que Lance Stroll n'est pas très performant cette fin de saison. Au Mexique c'était le cas où il tape le mur, et depuis 3-4 courses je suis un petit peu inquiet pour Lance Stroll qui fait quand même une saison très moyenne, il faut le dire. C'est bizarre Lance Stroll, la première saison, et pourtant on était tous assez dubitatifs sur Lance Stroll parce qu'il venait de la F3, directement de la F3 Europe où il n'avait pas été ultra performant à F3 Europe, il faut le dire. Or, c'était au moment où la F3 Europe on commençait à pu avoir beaucoup de pilotes performants, parce que la dernière bonne année de F3 Europe c'est 2015 avec Ocon, Verstappen et Giovinazzi. Donc là il était déjà à cette époque, et le pilote de F2
je sais plus comment, Kechenir Virtuzzi également, qui était cette génération-là. Donc Lance Stroll, il est arrivé directement en F1, puis il avait fait un podium assez vite, et puis depuis, il se passe plus grand-chose chez Lance Stroll depuis sa première saison chez Williams. Bon, après, il a subi également le déclin de Williams, mais on pensait peut-être à ce qu'il pouvait un petit peu se refaire la cerise cette année, et ce n'est pas le cas pour Lance Stroll, et c'est bien dommage. On passe au bonnet d'âne, on va aller assez vite sur les bonnets d'âne. Bon, il y a 3 bonnets d'âne, on va aller assez vite parce que c'est les mêmes depuis plusieurs Grands Prix. Alfa Romeo, Haas et Williams. Ça s'améliore pas de course après course. Alfa, Giovinazzi a été dominé ce week-end, totalement, mais avec une voiture qui était... Enfin, Giovinazzi s'en est pas du tout sorti avec les pneus médiums, qui étaient pourtant des pneus qui avaient l'air d'être intéressants un minimum. En début de relais, il n'avait pas du tout de rythme. Kimi Raikkonen, bon, la qualification n'était pas exceptionnelle pour Kimi Raikkonen, oui, qui part 17ème sur la grille de départ, et puis ensuite en course c'est pas beaucoup mieux, donc les 2 voitures éliminées dès la Q1, un Grand Prix on marque pas de points, c'est un mauvais week-end pour Williams. Pour Haas, on arrive à mettre les 2 voitures en Q2, mais c'est parce que c'est quasiment un miracle. Par contre en course, cette voiture n'a toujours aucun rythme parce qu'ils ne comprennent pas les pneus. Du côté de chez Williams, est-ce qu'il y a encore espoir que Williams fasse des bonnes performances aujourd'hui? Je ne crois pas, avec une voiture qui n'est pas très performante. Donc on passe au bonnet d'âne, auquel le plus intéressant c'est Ferrari. Week-end pas loin d'être catastrophique pour Ferrari. Simplement les points de la 4e place pour le constructeur italien. Je pense que la voiture est un petit peu fragile. Que la polémique sur le moteur, on sent que ça les énerve grandement, mais toutes les équipes se posent la question pourquoi le moteur Ferrari est si performant. Alors moi, je suis un peu plus dubitatif sur la performance du moteur Ferrari. J'ai l'impression que le moteur Ferrari, il va vite dans la Ferrari. Il me semble pas au-dessus du lot, le moteur Ferrari. Et je vais vous dire pourquoi. Sur la Ferrari, il va très très vite. Mais la Ferrari, on sait, est une voiture qui a peu d'appui, peu de grip de base. Cette voiture, il faut beaucoup braquer les ailerons pour avoir de l'adhérence. Donc c'est pour ça que la voiture, je pense, va vite. Parce que chez Haas, à Spa, ils étaient 20 km/h derrière tout le monde, hein. Donc c'est-à-dire que le moteur n'est pas au-dessus du lot. Alors certes, les réglages, ils avaient mis beaucoup d'appui à Spa, mais si le moteur était vraiment au-dessus du lot, ils n'auraient pas pris 20 km/h dans la gueule. Et surtout, quand on voit Alfa Romeo et Haas, au niveau des résultats, ils n'ont pas dominé à Monza, ils n'ont pas dominé à Spa, ces 2 équipes-là, même si Giovinazzi était plutôt performant à Spa. Donc ça montre bien que je ne pense pas que le moteur Ferrari soit au-dessus du lot. Ça ne veut pas dire que, même s'il est proche en performance par rapport à Mercedes, qu'il ne transgresse pas la réglementation, hein. Mais pour moi, dire que le moteur Ferrari est au-dessus du lot, c'est un petit peu faux, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit au-dessus du lot. Et puis en plus, c'est un moteur qui, je pense, pour avoir ce niveau de performance-là, qui est similaire à un Mercedes, ils sont obligés de taper beaucoup dans le moteur et ils commencent à avoir des problèmes de fiabilité comme ils avaient eu l'année dernière. Également chez Ferrari, vous avez eu quelques gros pépins en fin de saison. Là, on a vu, Leclerc a pété un moteur. Et alors, est-ce qu'il sera réparable? Ça, c'est la grande question. C'est pour ça qu'ils ont utilisé une vieille spécification du moteur. Bon, de toute façon, chez Ferrari, voiture fragile, Vettel casse sa suspension. Ce qui est quand même dommage de mettre des suspensions en carbone, je trouve, aujourd'hui en F1, quand on sait que les F1 pèsent 640 kg, que ça va être encore plus lourd en 2021, ce qui, je pense, va être un vrai problème. Parce que moi, j'ai connu les F1, elle pèse 740 kg aujourd'hui, une F1. Moi, j'ai connu les F1 qui étaient à moins de 625 kg. Donc, c'est pour vous dire, dans aucune catégorie, on a eu un alourdissement comme ça des voitures aussi important. Enfin, j'ai pas souvenir. Donc ça, c'est quand même problématique de mettre des pièces aussi peu résistantes quand on a le poids, la réglementation qui permet de mettre des pièces un peu plus solides, parce qu'on n'est pas à la course au poids et au gramme près. Donc ça, c'est dommage. Après, du côté de chez Ferrari, de toute façon, il n'y avait pas un énorme rythme ce week-end, hein. En qualif, ils font 2e, et parce que Hamilton se rate.
en course, Charles Leclerc n'avait pas du tout de rythme, avec une voiture qui était assez instable. Je pense aussi qu'ils ont beaucoup assoupli la voiture, parce qu'elle sautait vraiment sur les bosses, cette voiture-là, et qu'avec le réservoir d'essence, forcément, quand vous mettez 200 litres d'essence dans la voiture, ça abaisse un petit peu la voiture, et quand les suspensions sont molles, ça l'abaisse beaucoup plus que d'habitude, donc ça a dû changer les réglages. Mais il n'y avait pas de rythme ce week-end. En plus, Charles Leclerc a un problème dans les stands, donc rien n'a fonctionné chez Ferrari ce week-end, et c'est pour ça que je dis qu'on est à la limite de la catastrophe sur ce Grand Prix. Heureusement qu'au niveau du championnat, on va dire, à part la 3e place, il n'y a plus grand-chose à jouer au niveau du classement constructeur, parce que Ferrari a sécurisé sa 2e place au championnat, même si ce n'était pas forcément, je pense, l'objectif du début de saison. Comme vous en avez l'habitude, je touchais la souris, on va passer aux différents classements, et on commence au classement pilote, avec Lewis Hamilton en tête de ce classement avec 381 points, 6e titre de champion du monde, désormais c'est officiel. Devant Valtteri Bottas, derrière on retrouve Charles Leclerc, 3e pour le moment, mais avec 14 points d'avance sur Max Verstappen, et 19 sur Sébastien Vettel. Je pense que donc on a une bagarre à 2 entre Verstappen et Leclerc pour cette 2e place, mais on peut toujours s'attendre à des sacrées surprises. La 6e place revient désormais à Alexander Albon qui gagne 2 positions, devant Carlos Sainz 80 points, Pierre Gasly à 77 points passe 8e, on retrouve ensuite Daniel Ricciardo, Sergio Perez, et le 2e français Romain Grosjean est aujourd'hui 7e, et comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, je ne pense pas que son classement change lors de la suite et de la fin de cette saison. Du côté du classement équipe, donc Mercedes champion constructeur, mais ça on le savait depuis longtemps. Ferrari sécurise sa 2e place. On retrouve ensuite Red Bull, donc les 3 premiers, là il n'y a plus de bagarre. Pour la 4e place, ça me semble compliqué aussi parce que McLaren a 38 points d'avance sur Renault. Et puis ensuite on retrouve Racing Point, Toro Rosso, Alfa Romeo et As qui a 7 points de retard sur Alfa Romeo, mais je pense que As n'arrivera pas à refaire son retard. Il y a toujours la bagarre entre Toro Rosso et Racing Point, 1 point d'écart entre ces 2 équipes pour la 6e place. Et puis on rappelle que Williams est dernier avec 1 point qu'a récupéré Kubica à Hockenheim, et je trouve que vu comment on se traite Kubica avec des abandons prématurés pour sécuriser les pièces, je trouve que c'est un peu triste le sort qu'on réserve à Kubica dans cette équipe Williams. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix Interlagos, ça sera dans 2 semaines. Il y aura également les championnats du monde handisport qui seront sur la chaîne. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.